C'est probablement l'un des plus gros scandales de l'histoire du hip-hop et on va décortiquer ça ici. Le 6 septembre 2023, Diddy annonce vouloir redonner toutes les éditions aux artistes de Bad Boy, c'est-à-dire les revenus liés à l'écriture et à la composition d'un morceau. Grosse surprise lorsque l'on sait que le businessman n'est pas connu pour céder grand-chose à ses artistes. Et quelques jours plus tard après cette annonce, Aubrey O'Day, l'une des membres de D-Nighty Kane, un ancien girl band créé par Diddy lui-même via sa télé-réalité, s'exprime à ce sujet lors d'une interview. Et ce qu'elle déclare est formel. Il ne faut surtout pas accepter cette offre. En plus d'expliquer que les revenus liés aux éditions ne valent plus grand-chose, Aubrey affirme que c'est un stratagème pour les faire taire. Don't sign this. This is just a way to get you to never be able to publicly speak about what we have experienced. Et un peu plus tard, lors de l'interview, elle annonce quelque chose que personne n'a compris sur le moment, mais quelques semaines plus tard, on a compris de quoi elle voulait parler. Et voici ce qu'elle dit. And really what this seems to be is a way to shut a lot of people up. And what would be the motivation to do that? I think we're gonna learn soon enough what it is. I already know because I know I have my ear to the street and I know everything that's about to happen, but... Oui, on a connu la raison. Cassie filed a lawsuit in New York City against Diddy. Yikes. She's claiming she was stuck in a decade-long cycle of abuse, violence and sex trafficking, babe. À partir de là, une série de révélations rocambolesques, voire même démoniaques, vont être révélées sur la vie de Diddy. Et c'est justement ce dont on va parler ici. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez un nouvel épisode d'Affiliated. Alors ça fait un moment que je voulais reparler de Diddy et on va le faire en plusieurs épisodes ici parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ce premier épisode va se concentrer principalement sur sa relation avec Cassie, comment il a rencontré jusqu'à aujourd'hui. Et donc pour faire cette vidéo, on va parler de sa rencontre avec Diddy et on va s'appuyer également sur le document d'accusation dont elle s'est servie pour obtenir les fameux 30 millions de dollars. On fera ensuite une deuxième vidéo qui sortira courant avril où je vais vraiment me concentrer cette fois-ci sur le document que Lil Rod, d'accord, le producteur, a sorti il y a quelques semaines qui parle notamment de sa relation avec Meek Mill et avec d'autres hommes, d'accord? Alors oui, ça c'est ce qui était prévu initialement, mais en vrai il y a eu tellement de choses qui se sont passées cette semaine que je vais quand même revenir un petit peu sur tout ça, mais on va pas rentrer tellement dans le détail, ce sera la semaine prochaine dans l'épisode 2, d'accord? Donc en fin d'épisode, on revient sur l'actualité, on commente un petit peu, et pour plus de détails, attendez l'épisode 2. Et peut-être que je ferai une dernière vidéo sur Diddy, où je reviendrai vraiment sur son apport culturel dans l'industrie de la musique, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, et il faut dire la vérité, il a apporté énormément, d'accord? Comme ça, au moins, vous aurez tout le personnage de Diddy. Mais avant tout, il faut vraiment que je m'occupe de son cas, avec tout ce qui est sorti là, il y a quelques mois, parce que c'est vraiment un truc de ouf. Donc maintenant que j'ai dit tout ça, sans plus attendre, on y va. Alors pour débuter cette histoire, je vais m'appuyer sur une anecdote que Sindanu m'a racontée. Pour ceux qui ne savent pas, Sindanu c'est un journaliste rap US qui est aujourd'hui le programmateur de la chaîne BET. On a plusieurs vidéos ensemble sur ma chaîne YouTube, d'accord? C'est notamment avec lui qu'on fait les BET Hip Hop Awards et les BET Awards. Donc il a eu l'occasion d'interviewer beaucoup d'artistes US et notamment Ryan Leslie. Et donc en 2005, il assiste à un showcase de Ryan Leslie, alors de passage en France. À ce moment-là, il y avait très peu de gens qui le connaissaient et à ce showcase, il y avait à peu près une trentaine de personnes. Mais Ryan Leslie commençait déjà à avoir une réputation dans l'industrie. C'est un auteur-compositeur très populaire dans les années 2000 qui a notamment travaillé avec Britney Spears, Beyoncé, LL Cool J, Kanye West, Usher, Chris Brown et bien sûr Diddy qui le manageait donc en 2003, 2004, 2005 par là. Et donc juste après ce fameux showcase, Sindanu l'interview. Et le courant passe très bien. À l'issue de cette fameuse interview, Ryan Leslie souhaite faire découvrir une artiste à Sin. Il lui explique que c'est une pépite, une véritable star et qu'il va faire tout son possible pour lui dénicher un deal. Et il s'agit bien sûr de Cassie. Ryan lui fait écouter un single nommé Me and You qui commençait à tourner pas mal aux US et qui commençait à être un petit peu viral en Europe.
Et lorsque le producteur fait écouter à Sean, donc Cassie, eh ben, il est tout excité. Il se dit putain, là j'ai vraiment quelque chose de très lourd entre mes mains, ça va tout péter. Sean, lui, était moyennement impressionné, il aimait pas vraiment le morceau. Il faut dire que Me and You, c'est pas un morceau où vocalement Cassie est en train de casser la baraque, c'est un morceau assez régulier, d'accord? Mais lui, il était vraiment à fond. Et c'est vrai, il faut dire que Cassie a quelque chose entre ses mains, c'est le look, d'accord? Son physique atypique de métis afro-américano, mexicano, caraïbano, philippine, lui donnait un avantage indéniable dans le paysage artistique, surtout à l'époque. Parce qu'il faut le dire, l'industrie de la musique était très coloriste à l'époque. Il était difficile pour une chanteuse dark skin de réussir, d'accord? C'était plus compliqué quand tu regardes le paysage à l'époque. Kerry Hilson, Ameri, Beyoncé, voilà. C'est vrai qu'il y avait quelques chanteuses dark skin qui réussissaient, hein. Je suis pas en train de te dire que c'était impossible, mais c'est vrai que le but des maisons de disques à ce moment-là, c'était de prendre une artiste noire qui va plaire à la fois aux noirs et aux blancs. Et très souvent, les métis passaient mieux que les dark skin, ce qui est vraiment dommage. Mais bref. Et quand je te parle de look, c'est réel. En guise d'expérimentation, Ryan crée un compte MySpace. À l'époque, MySpace était vraiment au top, d'accord? Pour Cassie. Et c'est un compte MySpace musique. Et ce qu'il remarque est intéressant. Les gens vont davantage s'abonner à elle vu que c'est une belle fille. Les filles comme les garçons. Parce que oui, Ryan Leslie de son côté avait un compte MySpace musique et il n'avait pas autant de popularité. Et pourtant, il a beaucoup de talent. Et autour de lui, ses amis qui étaient artistes ne connaissaient pas énormément de succès, d'accord? Il fallait qu'il travaille très dur. Mais dans le cas de Cassie, c'était très facile pour elle d'avoir beaucoup d'abonnés parce que c'est encore une fois une très belle femme. Et donc en complément de ce compte MySpace Music, Ryan va avoir donc le génie de lui composer une chanson qu'elle va chanter. Et c'est donc ce fameux morceau Me and You. En quelques mois, le compteur d'amis du compte MySpace s'affole, elle devient l'un des comptes les plus suivis de la plateforme avec 650 000 amis. Et c'est là qu'il se rend compte qu'il n'a pas seulement une belle fille autour du bras, parce que oui, en fait, Cassie, c'est sa copine, il l'a rencontrée en boîte, ils se sont pécho, ils sont tombés amoureux, d'accord? Il se rend compte également qu'il a de l'or entre les mains. Là, je viens de te parler de ce que Ryan Leslie a entre les mains, et là, j'ai envie de te parler de ce que j'ai sur le poignet. Cette vidéo est sponsorisée par Holzkern. Alors, Holzkern, c'est une marque de montres autrichienne pour hommes et pour femmes qui a pour spécialité les matériaux naturels. Et le bois est l'un de ses produits phares. Et chose importante, chaque pièce Holzkern est unique grâce au grain de matière utilisé. Lorsque tu regardes la gamme de produits Holzkern, tu vois que le bois provient de différentes manières et qu'il est travaillé de façon très ingénieuse. Franchement, c'est du très bon travail. Et d'ailleurs, la marque cartonne pour ça. En 7 ans d'existence, la marque a ouvert 10 boutiques physiques en Autriche et en Allemagne. Elle compte plus de 150 employés, 1000 designs et modèles différents. Si tu ne trouves pas ton compte chez Holzkern, vraiment, je ne sais pas trop quoi faire pour toi. Peut-être que tu devrais oublier les montres. Et justement, le succès est là puisque 1 million de clients satisfaits. Aujourd'hui, la marque connaît un tel succès qu'elle a élargi sa gamme de produits. Tu peux trouver également des bijoux, des lunettes de soleil ainsi que des unique cases. Alors pour ma part, ce que j'aime avec Holzkern, c'est qu'il propose des produits de bonne qualité à des prix abordables pour une montre avec plein de designs différents. Par exemple, là actuellement, je porte une montre Holzkern au poignet. C'est une montre qui est très design et qui va s'adapter à tout type de tenue. Tu vois, c'est une montre qui passe vraiment tous les jours. Et quand tu regardes le cadran, tu vois qu'il est vraiment travaillé, qu'il y a un vrai design, quoi. Alors, je vais pas être le seul à profiter des produits Holzkern. Je fais toujours en sorte de vous mettre bien. Ici, j'ai un code de 15% de réduction avec Major 15 sur l'ensemble de la boutique Holzkern. Le lien se trouve dans la description et sur le premier commentaire épinglé. Je te laisse aller te faire plaisir, ça peut faire un excellent cadeau. Je dis ça, je dis rien. La chanteuse n'avait pas un talent vocal incroyable, mais ce n'était pas un prérequis. Mais elle avait l'enrobage grâce à son physique et à son génie de producteur qui est Ryan. Un an plus tard, Cassie rentre dans le radar de Didi grâce à ce fameux single Me and You qui avait véritablement pété partout. Club, etc. Alors, j'aime beaucoup cette cover Me and You, ça me rappelle l'époque où j'avais un Sony Ericsson. J'utilisais la cover de Cassie Me and You comme fond d'écran, d'accord? Et pendant que je faisais cette vidéo, ça m'a rappelé à quel point j'avais beaucoup aimé cette photo de Cassie. Je vous le dis, je vous le partage, voilà. C'est l'époque du Sony Ericsson, l'époque où on avait 3 sons sur un téléphone, c'était lourd. Et donc Didi veut Cassie, et il l'aura. La chanteuse de Me and You signe chez Bad Boy Records, et Didi lui déballera le tapis rouge. So when he was doing that, I heard he also had a young lady that was with him named Cassie that had a record out. I started hearing this record that was haunting me in the clubs, and it was, you know, it was Cassie's record, Me and You, and I would hear it everywhere I was at, and so I kept asking what record is that, and when he told me that it was Ryan's act, it was Cassie. When I saw her
and I met her and I saw this DVD on her. Hopefully we can play that. That's what kind of made me like really fall in love with the project because I saw something more than just records. Et par la suite, il sortira un remix avec Yung Joc et lui-même, l'une des spécialités du rappeur Businessman. Cette même année, la chanteuse sortira son seul et unique album, un album éponyme, qui aura quand même un certain succès puisqu'il se classera à la 4e place du top 200 albums. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal pour un premier album. Donc il y aura Me and You qui sera un succès, qui se placera à la 3e place du top 100. Il finira disque de platine. D'ailleurs, Booba avait remixé le morceau Me and You. Et tu as aussi le deuxième single, Long Way to Go, qui a fini disque d'or. Il avait bien fonctionné à titre personnel. C'est un morceau que j'avais beaucoup plus apprécié que Me and You. Je trouve qu'il est beaucoup mieux produit, même le clip est beaucoup plus joli. Bref, c'est mon single favori de Cassie. Et à l'époque, c'était même ma sonnerie. Voilà, pour la petite histoire. La même période que le Sony Ericsson, quoi. Un an environ après sa signature, coup de théâtre. Cassie décide de se séparer de son producteur et petit ami Ryan Leslie pour se mettre en couple avec le patron Diddy. Et tout se fera officieusement. Alors déjà, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc pas moyen de mettre une story avec un subli ou quoi. Et pour ce qui est de Ryan, de toute façon, il avait gardé sa relation avec Cassie secrète. Parce que voilà, l'idée c'était de faire avancer l'artiste et pas de dire à tout le monde qu'ils étaient en couple. D'accord ? Et pour ce qui est de Cassie, lorsqu'elle se met avec Diddy, elle ne révèle pas tout de suite qu'elle est en couple avec lui. C'est petit à petit, quelques années plus tard, qu'elle va révéler publiquement qu'elle est en couple avec le boss de Bad Boy. Alors elle le fait aussi parce que c'est une artiste et que l'idée c'était de créer un petit peu une forme de fantasme autour d'elle. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, si une Ice Spice annonce qu'elle est en couple, il y aura moins de fantasmes autour d'elle et sur le fait qu'elle soit disponible, en quelque sorte. Pour des circonstances évidentes, Ryan Leslie sort de l'équation et ira écrire plusieurs chansons d'amour à ce sujet, voire même des albums. Là, le cœur brisé, hein, il faut le comprendre. When you have a smoking hot product on your hands, people get excited about the product. People fall in love with the product. And Puffy fell in love with Cassie, and that's his girlfriend today. Et Cassie, elle, se retrouve désormais à travailler avec les équipes de Bad Boy. Tout va être mis en place pour qu'elle puisse concurrencer toutes les stars du R&B de cette époque-là, parce que c'était vraiment une période où il y avait beaucoup de concurrence. Et là, je parle de Rihanna, Ameri et consorts, il y en avait tellement d'autres. Elle travaillera avec les meilleurs producteurs, les meilleurs artistes, et pourtant, rien n'y fait. Elle sort des singles assez médiocres, et l'un des plus emblématiques, selon moi, c'est Official Girl, avec Lil Wayne en featuring. Alors c'est une période où Lil Wayne est au stade final de son évolution, il est inarrêtable, j'ai jamais vu un artiste avec un prime pareil à ce moment-là, d'accord ? Sincèrement, vous n'avez pas connu cette époque de Lil Wayne, vous avez pas connu le rap, d'accord ? Allez étudier cette époque, c'était incroyable. Et même lui n'a pas réussi à la sauver. Et je peux te dire qu'elle en a sauvé des artistes comme ça, avec des gros singles. Et même avec son couplet, ça n'a pas aidé, et elle n'a pas réussi à faire de hit. Le morceau a fait l'effet d'un coup d'épée dans l'eau. Lorsqu'on observe de l'extérieur, Cassie entame une traversée du désert. Elle travaillera, comme je le dis, avec les meilleurs artistes, rien n'y fait, les meilleurs producteurs, pareil. Et d'ailleurs, même dans cette période-là, elle commence à surfer sur toutes les vagues possibles, électro, je sais pas quoi, mais ça ne marche pas. Le seul autre succès qu'elle connaîtra, à ma connaissance, c'est sur le morceau Addiction de son ex-copain et mentor Ryan Leslie. Et d'ailleurs, elle n'apparaîtra même pas dans le clip étant donné qu'elle est séparée de lui à ce moment-là. Et je crois d'ailleurs que le morceau Addiction, c'est un morceau qu'il a écrit pour elle. Petite histoire, voilà. La seule chose qui fera réellement parler d'elle après son succès avec Me and You, Long Way to Go, tout ça, ce sera sa nouvelle coupe de cheveux. Elle rase le côté de son crâne et adopte un look rockstar qui était très à la mode en 2009. Bien que tous les regards soient braqués sur elle à ce moment-là, et qu'elle ait à peu près dans la même période, un gros single avec Akon, le morceau s'appelle Let's Get Crazy, et le morceau ressemble d'ailleurs beaucoup au morceau de Lady Gaga, Just Dance, eh bien ça cartonnera pas, elle va flopper une nouvelle fois. Et son deuxième album, Electro Love, qu'elle devait sortir en 2010, ne verra jamais le jour. Et pourtant il y avait de gros featuring prévus dedans, Nicki Minaj, Jadakiss, Pharrell,
on n'aura jamais l'occasion d'écouter tout ça. Alors là, je viens de te résumer le plus gros de la carrière de Cassie. Alors bien sûr, elle fera des choses dans les années 2010, elle fera des featuring ici et là, elle sera même dans un film de Terrence J de tête, mais elle sortira rien d'aussi important que son album sorti en 2006. En 2010, plusieurs photos dénudées, voire pornographiques de Cassie fuitent sur le net. Cassie et plusieurs autres stars féminines ont eu leur adresse Gmail hackée. Et comme tu t'en doutes, ça a énormément fait parler dans la presse, et elle-même a d'ailleurs pris la parole à ce sujet. N'envoyez pas vos photos via email, vous pouvez vous faire hacker, etc. Et peu de temps après que les photos aient fuité, 50 Cent appelle DJ Wookid lors de son show sur Shade 45 pour parler de Diddy, qu'il ne porte pas dans son cœur. Alors je vous en ai fait une vidéo, mais il y a d'autres faits que j'ai oublié de mentionner dans cette vidéo et je vais le faire rapidement ici. Tout d'abord, Maze. 50 voulait signer Maze, mais Maze était encore bloqué par Bad Boy, donc il pouvait pas le ramener dans G-Unit, donc il avait le seum pour ça. Et la deuxième chose notable, c'est que dans cette période-là, Diddy avait monté un groupe avec Rick Ross, un ennemi de 50, et DJ Khaled, un autre ennemi de 50, et ce groupe s'appelait The Supreme Team, d'accord? Et donc si tu as vu ma vidéo sur Supreme Team, lorsque tu connais l'histoire de 50, tu sais à quel point la Supreme Team, c'est un collectif, groupe, gang, qui a marqué 50. Je te laisse aller voir ma vidéo à ce sujet. Donc revenons à nos moutons. Donc 50 appelle la radio, donc Shade 45, pour parler de Diddy et pour expliquer ce qu'il a reçu récemment. Et ce qu'il va révéler fait froid dans le dos. Matter of fact, they sent me the girl pictures of this girl, like, not the shit that y'all saw. Worse, way worse. Wow. Are you kidding me, yo? Like penetration pictures and Nah, come on, man. Donc 50 a en sa possession des photos de Cassie encore plus dégradantes que celles qu'on a vues. Et en fait, il décide d'appeler Diddy, malgré tout, pour lui dire ce qu'il a en sa possession. D'accord? Pour lui prévenir tout simplement que voilà, il y a ça qui peut fuiter. the nigga, I said, yo, you fucking with this girl? Like, you like her like that? And he was like, yeah, that's my girl. I'm like, all right, I'm gonna send you something. You look at it, you call me back. I sent him the photos, the pictures and everything, and the nigga called back and was like, yo, thanks, man, yo, I really appreciate that. Yo, where you get these shits from? Et il poursuit en disant: Those photographs was not happening because of Cassie. I felt like they was happening because of Puffy. d'après 50, Diddy est simplement un déviant. Et ces photos que 50 avait en sa possession seraient en réalité des photos prises lors d'une partouze auquel Cassie devait participer pour faire plaisir à Diddy, comme décrit dans son document de plainte. Et c'est justement sur ce document-là que l'on va s'appuyer à partir de maintenant pour relater ce que Cassie dit avoir vécu, parce que c'est quand même important de le préciser ici, on n'est pas sur des faits qui ont été confirmés par un juge, d'accord? C'est un document que Cassie a monté dans le civil pour pouvoir attaquer Diddy dans le cadre de l'Adult Survival Act. J'en ai parlé dans ma vidéo avec 50 et Diddy, allez la voir si c'est pas fait. Et tout ça afin d'être indemnisé donc de ces fameux 30 millions de dollars. Mais c'est voilà, on peut se dire qu'on a pas mal d'éléments qui peuvent potentiellement nous dire que c'est potentiellement arrivé. Voilà ce qu'on va dire. Alors je vous ai raconté ce qu'on sait de base sur la rencontre entre Cassie et Diddy. Mais grâce à ce document de plainte, on a des éléments supplémentaires. Et donc dans un premier temps, on va parler de la manière dont les deux sont mis ensemble. Des éléments qui peuvent compléter ce qu'on a déjà dit. Au départ, Cassie dit ne pas être attirée par Diddy car ce dernier est son aîné de presque 20 ans. Donc elle, lorsqu'elle rencontre Diddy, elle a 19-20 ans si je me trompe pas. Et lui a presque 40 ans. 37 ans si je me trompe pas. Au départ, Cassie dit ne pas avoir répondu aux appels de phare du boss de Bad Boy. Mais avec le temps, elle finit par céder. Et à partir du moment qu'elle cède, les choses vont aller très vite. Alors déjà, elle va mentir énormément à son copain, donc Ryan Leslie à ce moment-là. Et Diddy va l'aider à monter de toutes pièces les mensonges. Et justement, pour ce qui est du mensonge, Diddy va aller très loin. Par exemple, il va créer un faux flyer pour un concert que Cassie doit faire à Miami. Donc c'est le travail, donc personne peut l'empêcher d'y aller. Il y a le flyer, donc c'est comme une preuve finalement. Et donc elle va pas du tout chanter à Miami. En réalité, elle y va pour faire ses histoires avec Diddy. Voilà. Ça, c'est par exemple l'un des exemples du niveau de mensonge que Diddy pouvait l'aider à construire
pour mentir à Ryan Leslie à ce moment-là. Et déjà dans cette période, elle s'est rendue compte à quel point l'entourage de Diddy est complice et loyal dans tout ce que le boss de Bad Boy voulait faire, tu vois. Et là, en l'occurrence, un mensonge. Elle a réussi à avoir un graphiste qui a fait donc ce flyer. L'assistante donc du boss de Bad Boy a aussi contribué à gérer le mytho, etc., etc. Donc à ce moment-là, elle s'est rendue compte que c'est une véritable entreprise qu'il y a autour de lui pour gérer ses plaisirs personnels, d'accord? Donc là, on sort de la société, c'est vraiment lui et ses kiffs. Et donc dans la période où ils étaient encore en flirt et que c'était pas encore officiel, c'est aussi la période où elle découvre les drogues dures. Elle raconte par exemple que Diddy est venu la chercher chez elle dans son appart de Manhattan, qu'il payait, d'accord, on va y revenir un peu plus tard. Et lorsqu'elle rentre dans la voiture de Diddy, ce dernier lui tend sa première pilule d'ecstasy, drogue qui sera omniprésente durant leur relation. Et donc, drogue, organisation autour d'elle, et une fois qu'elle se met officiellement avec lui, elle va se rendre compte que tous les aspects de sa vie vont être gérés, son appartement à Manhattan, sa voiture, sa carrière musicale, son contrat de mannequin avec Sean John, sa marque de vêtements, qui est donc la marque de vêtements de Diddy. Et donc, non seulement elle ne pouvait pas le quitter comme ça, et en plus de ça, elle s'est rendue compte qu'il avait donc un réseau solide autour de lui, prêt à mentir. Et quand je dis réseau solide, j'inclus les managers, avocats, assistants, etc. Et elle dit aussi que lorsqu'elle se rend compte que c'est devenu son jouet, le piège s'était en réalité déjà refermé sur elle. En fait, lorsque tous les aspects de sa vie comme ça ont été pris en charge, elle avait beaucoup de mal à sortir de ça. D'accord. Et d'après ce qu'elle explique, Diddy va utiliser tout ce qu'il a en son pouvoir pour créer une forme de domination sur elle. Et l'une des choses, c'est notamment comment elle l'appelle, d'accord, tu vois, donc le petit nom d'amoureux qu'elle va lui donner. Elle explique que Diddy exige qu'elle l'appelle Pop Pop. Et Pop Pop, c'est en réalité le nom qu'elle donne à son grand-père. Lorsqu'il va entendre qu'elle a appelé son grand-père de cette manière-là, il va demander à ce qu'on l'appelle de cette manière-là, ce qui est hyper agressif selon moi. Et deuxième gros sujet, les agressions physiques. Alors d'après Cassie, les violences étaient omniprésentes, que ce soit pour elle, mais aussi pour les personnes extérieures. Elle a été témoin de beaucoup de choses. Par exemple, on apprend un fait très intéressant. Diddy est loin d'avoir été la victime de Suge Knight, contrairement à ce qu'on peut croire. Parce que c'est vrai, lorsqu'on raconte les histoires des années 90, on a l'impression que Diddy est un petit peu la victime. Mais visiblement, en 2010, en tout cas, dans cette période-là, ce n'était plus le cas. D'ailleurs, elle raconte cette anecdote. Un jour, alors qu'ils étaient défoncés, d'accord, le chef de la sécurité de Diddy est venu en trombe, a ouvert la porte et a signalé au boss de Bad Boy que Suge Knight était à LA dans un diner, d'accord. À cette annonce, le rappeur s'habille à toute vitesse, récupère plusieurs armes dans un coffre-fort et s'est mis en route pour aller choper l'ancien boss de Death Row. Cassie avait flippé sa race ce jour-là et s'était mise à pleurer. D'ailleurs, ce chef de la sécurité, ça doit être Roger Bones, je suis pas sûr. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Roger Bones a raconté une anecdote avec Suge Knight. La voici. And I was sitting in front of the Beverly Hills Hotel and I seen Suge pull up. And I hit my man. I said, yo, you know Suge getting ready to come in. He stepped right to Suge. He said, what's good? Puff said, yo, B, I heard you was talking some shit about me, yo. And he said, nah, man. And Puff stood there and he said, yo, man, no matter what goes on next week, he said, you know that me and you was here today. And we seen eye to eye on this. Et aussi, plusieurs fois, il a demandé à Cassie de garder ses armes à feu dans son sac à main, sachant très bien que Cassie n'a jamais eu, elle, de son côté, d'armes à feu. Donc, d'après ce qu'elle explique, ça a été aussi une manière pour lui de l'intimider. Lui dire, ok, je suis certes le businessman que tu connais, mais je suis aussi un homme très dangereux. D'ailleurs, en parlant d'armes à feu, ça me fait penser à la fusillade avec J-Lo et Shyne en 1999. J'ai d'ailleurs fait une vidéo il y a quelques années sur Shyne et je reviens un petit peu sur cette période-là, cette anecdote. Et en ce qui concerne les violences physiques infligées à Cassie, eh bien le boss de Bad Boy a levé la main sur sa copine et pas qu'une fois. Apparemment, la chanteuse se faisait très souvent tabasser par le magnat de la musique pour des raisons diverses et variées, jalousie, etc. Et tout ça sous l'effet de la drogue. Parmi les nombreuses anecdotes qu'elle raconte dans son document, il y a notamment cette fois où le rappeur rentre dans une colère noire,
lorsqu'il apprend que la chanteuse a parlé à un manager lors d'une soirée à LA et que ce manager a proposé à Cassie de l'aider dans sa carrière et que Didi n'a pas du tout apprécié. Il la sortira de la soirée, la ramènera près de leur véhicule, là-bas il la tabasse jusqu'à ce qu'elle tombe. Et au sol, il ira jusqu'à la piétiner. Afin de ne pas éveiller les soupçons, il lui dira de rester dans sa chambre d'hôtel à l'abri des regards où il l'emmènera en vacances le temps que les cicatrices s'estompent. D'ailleurs, une photo de Cassie a refait surface, une photo qui avait un petit peu fait parler, où elle porte des lunettes de soleil, une blessure sur la lèvre et un pansement sur le front. Les gens disent que ce post qu'elle a fait sur Instagram était un appel à l'aide. Peut-être bien. L'entourage de Cassie a également fait les frais de la folie de Didi. Elle raconte également dans ce document qu'un jour Cassie était donc complètement défoncé, Didi est revenu de là où il était, il est tombé sur l'une des amies de Cassie, qui l'a porté comme un enfant, il l'a ramené sur le balcon et l'a suspendu au-dessus du balcon de la suite au 17e étage. Assez chaud, oui. Et enfin, on doit parler des agressions sexuelles. Alors, selon moi, et je pense pour vous c'est la même chose, c'est le point le plus déroutant de toute cette affaire. Alors très tôt dans leur relation, Didi a dévoilé ses pratiques sexuelles auxquelles Cassie devait prendre part. Parmi elles, les pratiques qu'il préfère, c'est les freak-offs. Alors les freak-offs, on va les appeler les FO parce que l'algorithme est un petit peu sensible. C'est ce que j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, les fameuses partous. Et donc Didi adore faire participer des hommes et des femmes prostituées à ces fameux FO. Et quel était le rôle de Cassie dans ces fameux FO? Et bien tout simplement, elle devait coucher avec les prostituées, hommes et femmes. Et Didi adorait regarder la scène en se touchant. D'accord? Donc, d'après ce qui est décrit, encore une fois, Didi est un voyeuriste. Et bien sûr, ils étaient tous drogués. Donc, Didi organisait ses FO dans les meilleurs hôtels du pays. D'accord? Et donc, Didi invitait des prostituées, hommes et femmes, des villes où il réservait les hôtels, à participer donc à ces petites fêtes, entre guillemets. Et donc ça se passait toutes les semaines, et parfois Cassie devait sélectionner elle-même les escortes qui allaient participer à ces fameux FO, sous la supervision de Didi lui-même. Et parfois il lui demandait de taper des requêtes précises sur les sites d'escortes, comme par exemple il lui a demandé de taper large pénis noir, tu vois. Et on a aussi pas mal de détails de ce qu'il pouvait demander aux participants de ces FO. Par exemple, porter un masque. Il a aussi demandé à Cassie de se faire les ongles en blanc pour contraster avec la peau noire des hommes escortes, quoi. Ou encore se mettre de l'huile sur le corps pour briller. Par exemple, il y a une quote claire dans le document en question qui dit « Grab that dick ». Et ensuite, il lui demande « How does it feel ?» Tu vois, donc c'est des choses concrètes qu'il a demandé à Cassie. No Didi. Et justement, pendant ces FO, Didi prenait des photos et des vidéos, et c'est sûrement comme ça que 50 s'est retrouvé en la possession de quelques-unes, d'accord? Et d'ailleurs, Cassie ne supportait pas ça, d'après ce qui est dit encore une fois dans ce document-là, et elle lui demandait de supprimer, elle supprimait elle-même les photos, et quelques semaines plus tard, Didi lui ressortait donc toutes ces photos en lui disant, voilà, je les ai, et d'après elle, c'était une manière de lui dire, écoute, voilà, je fais ce que je veux, t'es en ma possession et si tu fais des conneries ou si tu vas pas dans mon sens, eh ben je révélerai ces photos, d'accord? Et elle raconte que parfois Didi était extrêmement défoncé et il lui arrivait de lever la main sur elle devant les prostituées, hommes et femmes qui étaient là. Et d'après ce qu'elle décrit également, refuser de participer à ces FO entraînait de grosses colères chez le boss de Bad Boy et Cassie en avait fait régulièrement les frais. Elle explique que ce genre de rapport arrivait au moins une fois par semaine. Et au vu du rythme très soutenu, elle avait développé de l'anxiété, voire même il lui arrivait de tomber malade, d'accord? Elle explique qu'elle a vomi à plusieurs reprises. Et à défaut d'avoir eu une carrière dans la musique, elle explique que ces FO étaient devenus en quelque sorte son job. Et ensuite, pour ce qui est des tentatives de fuite. Alors, comme je t'ai expliqué un peu plus tôt, elle dit que Didi gérait tous les aspects de sa vie. D'accord? Il payait son appartement, sa voiture, c'est lui qui lui donnait de l'argent, etc. Donc, en quelque sorte, elle était sous emprise de Didi. Donc, très difficile pour elle de sortir de ça. Mais elle explique qu'elle a tenté de sortir de cette emprise à plusieurs reprises, mais qu'à chaque fois, il est revenu vers elle, d'accord, pour la récupérer, ou alors, il a fait appel à son réseau pour la convaincre de revenir. Avocat, manager, assistant, etc., pour lui dire
tu ne devrais pas partir, d'accord, tu dois revenir. Et il lui arrivait même de s'excuser auprès de Diddy suite à ça. D'accord. Et il y a aussi cette fameuse anecdote avec Kid Cudi qui s'est passée à peu près en 2011. Cassie commençait à se détacher de Diddy et fricotait avec le rappeur de Cleveland. Lorsque Diddy a appris ça, il a menacé le rappeur de faire sauter sa voiture. Et les semaines ou jours qui ont suivi, la voiture de Kid Cudi a vraiment pris feu. On n'a pas la preuve que ce soit Diddy, mais l'anecdote est confirmée par les équipes de Kid Cudi. Sa voiture a réellement cramé. Donc elle est restée extrêmement longtemps pour ça, d'après ce qu'elle décrit sur son document encore une fois, et elle a fini donc par se libérer de tout ça en 2018. Et donc tout ce que je t'ai expliqué là, c'est un condensé des 35-37 pages de documents d'accusation qu'elle a publié donc il y a 4 mois à peu près, au moment où je tourne cette vidéo, et c'est ce document-là avec tous les détails qui lui a permis d'obtenir donc les 30 millions de dollars, d'accord ? Diddy a fui les US pour ne pas se faire arrêter. Dans le cadre d'une enquête pour trafic sexuel, les maisons de Diddy situées à Miami et Los Angeles ont été perquisitionnées par les fédéraux le 26 mars 2024. Bon, avec la news qui a éclaté pendant que j'étais en train de faire cette vidéo, je suis obligé quand même d'ajouter ça. Alors c'est certes une vidéo qui reprend ce qui s'est passé il y a quelques mois avec Diddy, mais j'ai quand même envie de parler de cette actualité, en plus de vous faire une petite conclusion sur ce que je pense sur la relation entre Diddy et Cassie. Je vous fais la conclusion sur Diddy et Cassie et ensuite on parle de l'actualité de Diddy. Il n'y a pas de fumée sans feu. J'aime pas cette expression, mais concernant Diddy, ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on entend ce type d'histoire-là, donc ça m'étonnerait pas qu'effectivement qu'il ait des pratiques sexuelles assez particulières et ça me choque pas et je pense que clairement Cassie a été prise dans un engrenage qu'elle n'a pas su contrôler. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Cassie a 20 ans, 19-20 ans, elle connaît absolument rien au monde de l'entertainment, c'est juste une fille qui est une arriviste, il faut dire la vérité, hein. Elle sait pas chanter, elle sait pas danser, elle est juste très belle, donc elle s'est servie de son physique pour obtenir ce qu'elle veut. Et donc, elle a réussi à monter à un très haut niveau en sortant avec Diddy après avoir jeté Ryan Leslie, un homme qu'il a aimé en plus. Donc clairement, Cassie, c'est pas un ange dans cette histoire, hein. Cassie, je pense clairement que c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de vices. Par contre, ça n'excuse en rien ce que Diddy a fait, parce que lui, pour le coup, il avait presque 20 ans d'écart avec elle, il a de l'expérience dans ce milieu-là, et donc clairement, je pense qu'il a eu une certaine emprise sur elle. C'est mon avis encore une fois. Et si, à mon avis, il a décidé de payer les 30 millions, c'est qu'elle avait énormément d'éléments, énormément de preuves contre lui, d'accord ? Donc, clairement, les 30 millions sont justifiés. Alors, petite conclusion sur l'actualité, sur les choses à savoir et ce que je pense sur ce qui va se passer. Alors, première chose, Diddy n'a pas quitté le territoire américain et il n'a pas été encore arrêté par les fédéraux. Alors je dis pas encore parce que au vu des témoignages qui vont arriver et peut-être du côté des fédéraux, ils ont des éléments, il se peut que dans les semaines à venir, ils soient arrêtés. Mais c'est une situation assez particulière parce qu'en général, lorsque les fédéraux font une perquisition comme ça, coordonnée sur 2 maisons, celle de Miami et celle de Los Angeles, ça sent très mauvais. Mais finalement, il est quand même en liberté. On l'a vu là avec ses 2 filles en train de se balader. Christian Combs de son côté est à la salle de sport en train de faire une story avec sa copine. Alors on sait que de leur côté, c'est de la communication pour nous montrer que tout va bien, même s'ils sont quand même dans une situation qui est très compliquée, mais ils sont libres, d'accord ? Et Diddy n'a pas quitté le territoire américain, donc il a l'intention de faire face à tout ce qui va lui arriver. Alors pour ceux qui ne savent pas, tout ce qui est en train de se passer là, c'est pas directement Cassie qui est responsable de ça, d'accord ? C'est Rodney Jones, Lil Rod, un beatmaker, producteur qui a travaillé sur le dernier album de Diddy, qui n'a pas été payé et qui a attaqué Diddy en justice, d'accord ? Et il semblerait, d'accord, que les fédéraux de leur côté travaillaient sur le dossier, d'accord ? Ils étaient en train de monter quelque chose de sérieux parce que là, ils sont sur un RICO. Et le RICO, ça concerne Diddy, Universal Music, Lucian Grange, la boss de Motown Record, Ethiopia, je vous mets son nom parce que je sais pas le dire et j'ai pas envie de l'écorcher, était aussi sur le dossier. Elle n'y est plus parce que justement elle a décidé de témoigner contre Diddy, d'accord ? Donc on est sur un truc très sérieux qui va prendre probablement plusieurs années. Mais pour l'instant, il n'a pas été arrêté. Dans l'épisode de la semaine prochaine, je vais revenir en détail sur le dossier d'accusation de Rodney Jones. Sur les réseaux sociaux, on vous fait toujours des news en direct, donc suivez-nous là-bas si vous voulez avoir les informations en direct. La semaine prochaine, je vais vous refaire une vidéo aussi complète que celle-ci, où je reviens sur tout ce qui s'est passé avec Rodney Jones. Et c'est notamment dans son dossier d'accusation qu'il met en lumière les pratiques originales de Diddy avec certains hommes, notamment Meek Mill, etc. Bon, l'audio sur Meek Mill n'est
pas vrai, hein, je tiens quand même à le dire. Mais en dehors de ça, il y a pas mal de choses quand même intéressantes et on reviendra sur tout ça la semaine prochaine. Donc voici ce que je pense de cette affaire-là. Toutes ces célébrités sont des tarés, d'accord? Voilà, ça aussi c'est important de le noter. Vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, que ce soit du point de vue de Didi, de Cassie, de l'industrie de la musique. N'oubliez pas de mettre un like, très important, vous oubliez souvent de le faire, mais croyez-moi, ça fait beaucoup pour moi, pour un créateur de contenu. Partagez cette vidéo, et pour toutes les personnes qui sont intéressées par le business de la musique et les business des créateurs, on a une mailing list qui est spécialement faite pour ça, où toutes les semaines, on fait du contenu autour du business de la musique, des créateurs de contenu, etc. D'accord? La semaine dernière, on a fait un article sur Cédric Doumbé et la monétisation sur YouTube. Là, on a fait une vidéo sur la SACEM et comment elle fonctionne, d'accord? Donc, si tu t'inscris en ce moment sur la mailing list, tu vas recevoir une vidéo la semaine prochaine sur le sujet, d'accord? Donc inscrivez-vous dès maintenant, n'attendez pas plus tard, le lien est dans la description, je vous montre comment faire, bam, vous mettez votre adresse email et c'est fait. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à notre compte Instagram, il est on fire en ce moment, pareil pour notre compte TikTok d'ailleurs, donc allez vous abonner là-bas, les liens sont dans la description et apparaissent sur l'écran. Et dernière petite chose, Allscairn. N'oubliez pas de choper votre montre Allscairn, vous avez un code promotion. Comme je vous ai dit, c'est des montres design, c'est des montres qui passent si tu veux te saper en costume, si tu veux être en streetwear, bref, ça passe à toutes les occasions. Le lien est dans la description et sur le premier commentaire, donc allez vous faire plaisir. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, c'était Major, aka Chris Iconic. Cheers!